Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, merci d'écouter le nouvel épisode de Cinécast. L'équipe est au complet ce soir avec Tristan, Aurel et Stéphane. Je vais mieux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il a maigri quand même, tu trouves pas? Ah oui, un peu. Hein, il a perdu. Est-ce que tu crois que c'est comme dans Hot Shot, du coup, t'as toutes tu sais, là, les intestins qui ont été refaits en acier. Je garde le silence. Fou. Ma langue, c'est une seule langue de teckel. C'est en titane. C'est les intestins en titane. Putain, t'es pas comme le président des États-Unis. Mais tu sais, t'aurais fait de fermer ta gueule en fait, et dire bonjour c'est ça. simplement, et personne ne serait souvenu de ce qui s'était passé là. Non, mais il y avait quand même un erratum à faire par rapport à tout ce qui a pu être dit. Non, c'est pas du tout ce qui a été dit. J'ai été pas très bien incommodé, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'on a dit donc. C'était coulant comme mec. Comme vous le voyez, l'ambiance est bonne ce soir. Avant de commencer à parler du film qu'on s'apprête à aller voir en salle, les gars, nouvelle habitude, qu'est-ce qui a retenu votre attention depuis le dernier podcast, depuis une petite quinzaine de jours, en ciné, séries, bouquins, expos, albums, musique, tout ce que vous voulez. Qui commence ? Bah moi vite fait parce que maintenant on a des devoirs à faire, donc j'ai noté Hit, revu de Michael Mann. Ça faisait très longtemps. Non, ça faisait 22 ans, pauvre petit rigolo. Tu l'avais pas revu depuis Je l'avais ce temps-là ? Très peu de temps, ouais, et dans une copie parfaite sur Canal. Voilà. Non, t'as pas acheté le... Non, il est repassé sur Canal, il est magnifique. Le rapport, c'est par rapport à... On en avait beaucoup parlé en chroniquant Baby Driver. Ouais. Et définitivement, c'est pas honorant pour Baby Driver, qui est définitivement un film pour enfants. Là où... est fait par un enfant. C'est pas la même attention, je pense, quand même. Bah si, vu qu'a priori c'était un thriller, donc c'était voilà. J'ai vu Miss Peregrine aussi. Tu as tout voulu faire en fait. Ouais, bah oui, écoute, j'ai D'accord. travaillé, donc vite fait, j'ai c'est fait. très bien. Alors, renouveau pour toi de Burton ou pas ? Non, retour à la sobriété, donc à voir. Je crois que toi aussi tu l'avais vu, moi, tu l'as bien aimé. Moi je l'ai vu aussi. C'est vraiment à voir. Alors, j'ai bien aimé, disons que... Oui, c'est mieux. Bah comparé à ce qu'il a fait, c'est quand même mieux. On revient de loin. C'est plus supportable qu'Analyse. Qu'Analyse au Pays des Merveilles. Ah, bah oui, c'est pas... Il y avait pas grand risque non plus de la faire beaucoup pire. Ah mais... bah je sais pas. Non, il est chouette. Moi j'avais pas aimé. J'avais bien aimé toute la mise en place. J'avais bien aimé les personnages et la photo. Et j'avais pas du tout aimé les scènes. La fin à la foire du trône, la fin sur le pier de Blackpool. Ouais. Ça, c'est un peu, J'avais détesté c'est pas non plus. cette scène-là. Mais ça reste beaucoup plus regardable que beaucoup de choses qu'il a fait dernièrement. Vous avez vu Big Eye ou pas ? Big Eyes ? Non, pas vu. Non, Big Eye. Big Eyes, le Big Fish avec Marc. Ah, avec le peintureur. Ouais. Oh, le peintureur. Ouais, le mec qui fait de la peinture. Il a compris lui. Putain, bien sûr. Bon, ensuite. En série, Young Sheldon, c'est de la merde. Le spin-off de. Ça y est, c'est fait déjà. Ouais, sur Canal. J'ai vu le premier épisode. Ah, mais je crois que c'était en préparation. Non, moi aussi. c'est déjà fait, c'est déjà tourné et c'est wow, c'est pas bon du tout. C'est le même showrunner. Ouais, sauf que du coup, c'est pas du tout le même ton. On n'est pas du tout déjà. Ce qui change, c'est que t'es dans une vraie série télé. Attends, on va expliquer. T'es pas dans un sitcom. Parce que là, c'est un spin-off de The Big Bang tes informations sont minimales. Alors, on va reprendre. C'est un spin-off de Big Bang Theory qui reprend, en fait, il y a un personnage qui ressort de toute cette petite bande qu'on suit, c'est Sheldon, qui est un espèce d'autiste surdoué, parfaitement odieux et assez rigolo, assez asocial. Et en fait, ils ont voulu en faire un spin-off, donc une série sur son enfance, sur comment il était petit. C'est pas Young Tristan. Bonne idée, voilà, c'est ça. Sauf J'aimerais que, ouais, mais lui est intelligent. Du coup, ce qui change les choses. Du coup, là, j'ai regardé et en fait, c'est très déstabilisant parce que, c'est pas une sitcom, c'est une vraie série télé. Donc, si tu veux, c'est pas du tout les mêmes ressorts, c'est beaucoup plus long, etc. Et pour l'instant, l'humour est pas très bon et surtout, c'est en incohérence assez profonde avec ce que pouvait raconter le personnage sur son enfance qui avait été très difficile, mais qu'il abordait lui de façon assez drôle. Et là, c'est très dans les flashbacks, voilà. Il y avait déjà. Je suis pas à jour de. Non, il n'y a pas de flashback. C'est lui qui te raconte. Non, mais dans la série originale. Par exemple, sur si, il y a des flashbacks. Tu le vois avec sa mère gamin. Très peu. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Bref. Pour la suivre actuellement. Mais si tu veux, il n'y a pas de. Si, il y en a.
par exemple, tu vois, il raconte souvent que son père en fait fait des horreurs parce qu'il est bourré H24. Et là, le père en fait est sobre. Et donc, si tu veux, sa mère, elle est. Sa mère, c'est le seul personnage qui est pas trop compliqué. Elle est fan elle est très catho. Voilà. Mais c'est un Texan, le mec. Mais ça, c'est simple. Ouais, mais ça, c'est très simple. Ils sont au Texas. Et tu découvres qu'il avait un sœur, il a la sœur qu'on connaît. Il a surtout un frère. Moi, je n'avais pas percuté. Voilà, l'existant, ils nous ont pondu un frère. Donc, bref, le premier épisode que j'ai vu est vraiment très chiant, en fait, et pas drôle du tout. C'est pas du tout la même tonalité. Donc, si ça n'a rien à voir, attention. Alors, ça va peut-être couper court à Met Your Father, qui était le spin-off qu'envisageait. Mais la série est morte dans la différence générale. Ça m'étonnerait qu'il y relance quelque chose. Je suis pas d'accord. Mais en tout cas, ils avaient essayé. Et en plus, c'est une des pires fins qui ait jamais été faite pour une série. C'est un enfer. Tu veux dire après celle de Lost? Après, c'est prisonnier. Je préfère celle de Lost est mieux. Je n'ai pas vu la dernière saison de Lost, merci. Je préfère. Et ben en fait. Allez Stéphane, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Alors, donc mon attention a été attirée. Toi aussi t'as fait une liste. Ouais, mais j'ai pas à faire comme toi. Une semaine d'absence et tout a changé. C'est les mecs qui font leurs devoirs. Ah oui, tu vas avoir beaucoup moins la parole aussi. C'est assez rigolo. Non, alors ça change pas. On évite de parler tous en même temps. Alors, j'ai vu pas mal de films. Je vais pas forcément débriefer parce que je pense qu'on va se faire un Christmas special avec tous les films de l'année qu'on n'a pas forcément vu en même temps ou mais qu'on a pu chroniquer, dont on a pu parler à un moment donné. Du vin chaud. Voilà. Très bonne idée. Ah, ça c'est très bien. Très bonne idée. Ça c'est bien. Donc on garantit pas la fin. Quand tu auras du Fanta, t'inquiète pas. Alors non, là je vais vous parler d'un film que j'ai vu là, dont on n'avait pas parlé, qui a eu que moi j'ai vu chroniquer dans Mad Movies et qui s'appelle Bushwick ou Bushwick. Ah, c'est encore ton truc. Ça fait 3 jours qu'il me parle de ça, putain. Mais oui, mais ça allez. Ça vaut le coup. Ce film est donc une production de Netflix, donc on ne la verra que sur Netflix. Réalisé par c'est une co-réalisation, c'est deux types qui font la réal. Et acteur principal, c'est le catcheur Bautista. Dave Bautista. Ouais, Dave Bautista. Le film est intéressant en ce que il y a un parti pris esthétique particulier qui est de ne situer l'action que sur un plan séquence. Donc c'est un plan séquence, c'est un faux plan séquence, forcément, mais l'action se déroule donc sur 1h30 à peu près. C'est quelque chose en temps réel. En temps réel. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est les relents des films des années 70. Donc ça sent beaucoup Assaut, je trouve, de Carpenter, de par la menace. En fait, je vais pas forcément le pitcher, en fait. Enfin, ou très rapidement, il y a Bushwick qui est un quartier de New York dans lequel il y a une petite nana qui vient rendre visite à sa grand-mère, et là sort une menace. C'est la grand-mère, un petit peu avec les chapeaux rouge, tu sais. Et donc sort du métro, et là s'aperçoit que c'est la guerre, en fait. C'est la guerre, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui sont les assaillants, on ne sait pas pourquoi. Et un petit peu comme Assaut, où il y a une menace, mais tu ne sais pas d'où elle vient, tu sais pas, qui n'est pas entièrement caractérisée. Voilà, qui n'est pas du tout caractérisée. Donc là, on va le savoir un petit peu plus tard dans le film. C'est intéressant parce que déjà, ça a des relents de films des années 70. Le concept est plutôt sympathique, même s'il a ses limites, parce que en fait, assez rapidement, tu les vois les faux raccords, et donc ça devient très gimmick, et c'est presque énervant à la fin. Mais c'est un film qui mérite le coup d'œil parce que il est pas plutôt pas mal, et puis voilà, techniquement c'est plutôt intéressant. Tristan? Une série que j'ai commencé, qui vient tout juste de sortir le mois dernier sur Netflix. Non, Star Trek Discovery, qui est du coup le reboot. Alors reboot sans être un reboot. En fait, ils ont choisi avec Netflix, et je crois que c'est ABC aux États-Unis qui diffuse, de refaire une série dans l'univers Star Trek tout en étant dans la patte graphique des films. C'est hyper intéressant parce que du coup on est véritablement dans une timeline qui se situe avant la série originale avec Spock, notamment on est avant, on se situe une centaine d'années d'avant. Non.
C'était une des choses dont je voulais parler. C'était ce que j'avais cru comprendre jusqu'au dernier épisode où on fait ouvertement référence à Spock. Je suis pas et ce qui arrivé fait là. que, effectivement, j'étais comme toi, je pensais que ça se passait longtemps avant, parce que le design des vaisseaux colle pas vraiment avec l'Enterprise, sauf que dans le même épisode, je crois qu'il y a une référence à l'Enterprise, et on parle de Spock qui est à peu près normalement qui doit être un peu plus jeune que le personnage féminin, donc a priori on n'est pas tant que ça dans le passé. Alors effectivement on était censé c'est une nouvelle série Star Trek là. Alors c'est ça. Donc en gros on est censé on va lui poser une question après. Non, mais du coup, on est censé être un petit peu avant la série originale et ça reprend les codes des films. C'est-à-dire que, pour rien spoil, les premiers épisodes sont sur une bataille galactique avec un certain nombre de vaisseaux. Et du coup, graphiquement, on retrouve véritablement l'esthétique qu'on avait dans les 3 films. On retrouve également dans l'intérieur des vaisseaux, dans le design, le chara-design des costumes, etc. Donc on a un mélange entre... Mais ça va pas être bizarre parce que... Non, justement, en tout cas, moi, je suis rendu au 4 ou 5e épisode, il doit y en avoir 6 ou 7 aujourd'hui. De toute façon, c'est une série qui va... Ouais, mais c'est quand même hyper fidèle. T'as pas besoin de Kirk maintenant, on le sait. Non, mais c'est assez fidèle à l'univers original. D'accord. Si on aime bien, ça fait du bien d'avoir une vraie série SF. On n'a plus Stargate, on n'a plus ce genre de choses, on a plus de... Et ça fait du bien de retourner un peu dedans. Alors moi Star Trek, mais vraiment ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon truc. Est-ce que là je peux mater la série sans avoir de background Star Trek? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références à la série originale. Il y a beaucoup de références aussi à des événements historiques qu'on peut aborder dans les anciens Star Trek, qui sont abordés. Le mariage des Klingons avec des Hutus. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais en même temps, quelqu'un qui a pu regarder avec moi et qui ma compagne qui a pu regarder mais qui ne connaît pas du coup l'univers Star Trek n'a pas été perdu. C'est-à-dire que c'est suivable. C'est autonome. C'est autonome tout en étant rattaché. Donc, moi je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas un hyper grand fan, je suis pas un grand connaisseur. Je reconnais certaines références, mais en même temps, je m'y plais bien. C'est une bonne série SF et pour moi, je prends mon pied de revoir enfin de la SF avec du gros budget. Mais ils font pas un vaisseau qui explose à la fin comme dans tous les films. Non, c'est pas en fait si, mais le premier épisode, il y en a trop. C'est ça. Mais voilà, après on part sur autre chose. Star Wars fait la même chose avec l'étoile noire, donc oui, chacun son gimmick de destruction. Mais là, t'imagines si tu t'explosais le Faucon Millenium à chaque épisode de Star Wars. Putain, sauf si tu mets un plan de l'ingénieur qui fait à un moment donné, bon, ça va les conneries. Avec l'accent marseillais, oh putain. Le moineau Millennium, le toucan Millennium, la mouette Millennium, la crécelle Millennium. Bon, bref. À toi. Alors moi je voulais parler effectivement de Star Trek Discovery. Mais c'est déjà fait. Sauf qu'en fait moi je trouve ça chiant. Voilà. Voilà. Le premier épisode est plutôt intéressant. Effectivement, t'as pas besoin d'être un trekkies absolu pour pouvoir piger le truc. Il y a des parties pris qui sont plutôt pas mal parce que les Klingons parlent en Klingon tout le temps, c'est sous-titré. Donc quand on sait qu'aux États-Unis c'est un peu compliqué. Maintenant, je trouve que ça se prend vachement au sérieux et tu retrouves pas la petite dose d'humour que moi je trouvais fun dans les Stargate. Ah oui, non, effectivement, on n'est pas sur de l'humour. On n'a pas le côté décalé. Ça se prend quand même hyper au sérieux. On n'a pas l'humour qu'on pouvait retrouver dans les films avec le côté branleur du personnage principal. Ouais, c'était surtout du. Attends, ça c'était peut-être une déviance par rapport à. Oui, parce que t'as Simon Pegg au. Non, mais clairement, mais du coup, on n'a pas cet humour-là. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est très sérieux. C'est assez prometteur parce qu'il y a du budget. Clairement, il y a quand même pas mal de budget, mais ce qu'il dit, esthétiquement tout ça. C'est beau. Les effets spéciaux pour une série, c'est top. C'était surtout le showrunner qui avait, il me semble, renclenché Fargo. Sauf qu'en fait, les personnages sont pas. Enfin, je trouve que ça devient vite chiant. Ma femme aime beaucoup, donc on regarde. Alors, les personnages principaux sont tous féminins. Aussi, il faut le dire. Ouais, non, mais c'est pas n'est pas misogyne. Voilà, c'est ça. Je trouve vraiment une accusation gratuite et assez minable. Mais en fait, les épisodes racontent pas grand chose. Tu vois vite les trucs arriver. Alors, ça vient d'être confirmé pour une deuxième saison. J'espère que ça fera partie des séries qui se développent, etc. D'accord. Mais voilà, moi je suis plutôt mitigé pour l'instant. Le premier épisode, les batailles, ça colle la rétine. Pour une série, c'est digne d'un gros budget.
Cinoche sur les. Moi, j'ai plusieurs autres petites choses. Avant de venir vous rejoindre, je suis passé dans une enseigne de grande distribution culturelle au logo rouge pour tomber sur un bouquin de photographie que j'avais pas vu passer. Dani Lebovitz. Dani Lebovitz, qui est une grande photographe contemporaine, notamment de portraits de ciné. C'est elle qui signe en général les Vanity Fair de là sur les Star Wars, qui a fait pas mal de reportages photos. Et du coup, elle sort une rétrospective de ses portraits de 2005 à 2015-2016. C'est un super beau livre pour ceux qui aiment la photo, qui est pas spontané par contre, c'est posé. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, je l'ai feuilleté et c'est assez intéressant. Et si vous retrouvez son travail souvent sur les couvertures de Vanity Fair US, donc française, que ça se suit. Donc c'est pas mal. Toi, la grande photo de Luke dans Luke Skywalker, la dernière, dans l'encadrement de la montagne en costume, c'est elle qui l'a faite, donc c'est plutôt intéressant. Deux séries aussi, en plus de Star Trek Discovery, une qui devrait t'intéresser, Aurel, dispo sur OCS, Ballers de The Rock. Vu en partie. J'ai vu les 2 premières saisons. Je suis très agréablement surpris. Ouais. C'est très très cool sur l'univers d'un agent, enfin un ancien footballeur américain qui a eu une petite gloire, qui a visiblement eu un comportement de merde, qui a tout claqué, et qui se retrouve un peu à la dèche, qui devient agent, enfin pas vraiment agent de joueur, mais conseiller financier, et qu'aussi entre protéger ces jeunes ouailles qui font tout et n'importe quoi parce que ils deviennent riches du jour au lendemain sans trop savoir quoi foutre de leur pognon, donc ils ont tous des emmerdes assez cataclysmiques les uns que les autres. Donc lui est un peu le grand frère, tout en ayant aussi la tentation de, avec leur pognon, essayer de faire des coups fumants parce qu'il est vraiment à la dèche. Donc il y a une espèce de petite tension, notamment à la fin de la saison 2, début de la saison 3, où il doit commencer à faire des choix assez importants qui sont pas mal, et Dwayne Johnson est vachement bien dans le rôle. Le casting est plutôt intéressant, donc c'est plutôt une bonne surprise. 3 saisons dispo sur OCS. Ouais. Il n'y a pas besoin surtout d'être très connaisseur de foot américain. Non, c'est pas aussi compliqué que peut être l'Enfer du dimanche. Mais ça en reprend certaines thématiques. Ouais, mais c'est plus léger. Ouais. Tu restes quand même sur un truc assez drôle. C'est produit par HBO, donc c'est plutôt bien fait. Plutôt pas mal, coproduit par Mark Wahlberg et Peter Berg. Tu reconnais la patte Entourage un peu pour avoir suivi pour ceux qui connaissent Entourage, tu revois, c'est exactement la même ambiance. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour terminer, ce week-end je me suis binge-watché la saison 2 de Stranger Things. Ah oui. Alors très rapidement, sans spoiler, je trouve ça mieux. Ça a toujours le même défaut que la série originale, c'est-à-dire c'est très c'est très référencé années 80, on n'en sort pas, c'est toujours la même chose. Passer le 4, 5, 6e épisode, déceler les références, ça devient un peu saoulant à la longue. Par contre, beaucoup plus de budget, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de mise en scène. Il y a 2 épisodes qui sont réalisés par Andrew Stanton de l'écurie Pixar qui sont plutôt pas mal. Et là où moi je trouvais que dans la première saison il y avait des épisodes qui étaient vraiment de trop, où on délayait vraiment la sauce, là le rythme est, alors qu'il y a un épisode de plus, est beaucoup plus vivant, même s'il y a des galeries de personnages qui sont pas entièrement développés, qui le seront certainement dans la saison 3. Voilà, c'est bigger, louder, c'est plutôt pas mal. Après, ça reste pas fondamentalement hyper original. Tu vois assez vite les choses venir dans l'épisode, mais ça suit, je trouve, un peu mieux que la première saison. C'est marrant parce que moi j'ai avec cette série des sentiments très contradictoires. Je suis un peu comme toi. Tu vois, c'est vraiment une série où j'ai vraiment pas aimé le fond. On a discuté avec Aurel. Hein. Moi, je trouve que en fait, quand t'enlèves les atours, comme tu disais, des années 80 et qui nous font tous plaisir, en fait, il se passe rien et c'est pas très intéressant. Mais j'ai envie d'y retourner. Là, justement pour ça. Là, si tu veux, il développe vraiment une petite forme de mythologie. Mythologie est peut-être un mot un peu trop fort, mais il développe. Mais il pourrait en plus. Il développe les choses. Le groupe de jeunes, même s'ils ont pris un an, fonctionne toujours aussi bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne même mieux.
Ça, c'est très, très, très gênant, je trouve, quand un film ou une série ne joue que sur le clin d'œil au spectateur. Et pour cacher c'est un peu moins le cas. Il y a un peu plus d'histoire. Après, l'histoire, elle est pas, ça va pas au bout de ce qu'on pourrait espérer en termes d'originalité. Elle est toujours là, la mère, là? Elle est moins hystérique. Ah, merci. Winona Ryder, ouais. Ah, merci. Mais tu retrouves en fait des constructions, toi. On a pas le même mécanisme par rapport aux lampes, toi, dans son appartement. Oui. Mais elle le refait d'une autre manière. Donc c'est voilà. Après, il y a Sean Astin qui apparaît dedans, qui a un rôle qui est plutôt un peu intéressant. Mais pareil, en fait, dans les premiers temps, c'est le mec des Goonies. Donc c'est Sam. Voilà, c'est aussi Sam, mais voilà, donc c'est voilà, nous on a maté la saison en un week-end, ça se déroule quand même plutôt pas mal. J'avais une dernière reco à faire, j'y ai pensé, je viens de vérifier en fait si c'était encore disponible. C'était un documentaire qui s'appelle 78/52, c'est le secret de la scène de la douche d'Hitchcock dans Psychose. Donc c'est un documentaire d'1 heure et demie qui rassemble un certain nombre d'intervenants. Donc il y a Guillermo del Toro, Elijah Wood, il y a Mike Garris, plein des monteurs, Daniel Elfman. Mike Garris, c'est le mec le producteur réalisateur des adaptations de Stephen King, ouais. Qui est plutôt intéressant lui dans sa façon de voir les choses de manière transversale. Bah oui, ça lui permet de voir des bons films. Et donc le truc est passionnant parce que le documentaire te remet donc la scène dans le film, qui lui-même est remis en perspective dans le contexte social de l'époque, dans le contexte du cinéma de l'époque, à la fois ce que la scène a apporté au cinéma, ce que le film a apporté également, et puis après dissèque également cette scène. 78/52, c'est le nombre de plans et de coupes qu'il y a dans cette scène. Alors tu passes du storyboard au montage en lui-même, donc vraiment chaque plan est détaillé, on va dire, ou en tout cas chaque ensemble de plans est détaillé. T'as les monteurs qui viennent te parler de tout ça, la musique également, c'est passionnant, et donc c'est disponible sur Arte encore actuellement. Ouais, c'est encore disponible. Je rebondis juste un truc, il y a une très belle interview un papier sur Soderbergh dans Le Monde de la semaine dernière, où en fait j'ai découvert que le mec est obsédé par le montage. Et a priori, j'ai pas eu le temps de jeter un œil, mais il a un site internet dans lequel il s'amuse à remonter, alors pas toujours avec l'accord des gens, certains grands films. Donc en fait, c'est un mec qui est très articulé dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a des horaires à laquelle il faut pas dépasser, il veut pas sortir en soirée parce que en fait son père est mort à 60 et quelques années, il en a 40 et quelques, donc il considère qu'il a plus que 15 ans à vivre, donc il faut qu'il les remplisse, donc il fait pas de showbiz, il fait rien de tout ça. Tu veux l'amener en soirée pour signer un contrat, il veut pas parce qu'il perd son temps, donc le mec est très maniaque, et du coup sur son site internet a priori il remonte certains films, notamment des films de Cimino, notamment le 2001 l'Odyssée de l'espace, et certains, je crois, films d'Hitchcock. Donc allez faire un tour sur le site internet perso de Soderbergh pour aller voir jeter un coup d'œil sur ça. A priori c'est assez intéressant, sa volonté étant de démontrer qu'on peut vraiment changer l'intégralité de la perception d'un film au travers du montage. Ok. Bon, on va peut-être y aller. Ouais, après cette longue introduction. C'était très intéressant. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir, les gars? Et là, je ne passe pas la parole à Aurel, comme d'habitude, qui est très frustré, mais à Tristan. Puisque Tristan, ce soir, tu ne vas pas pouvoir nous suivre. Exactement. Et pour avoir un petit temps de parole, exactement, pour avoir un dernière section de boyaux. Pour avoir un petit temps de parole, je m'attaque à la présentation du film qui est ce soir Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Le premier film français de Cinécast. Exactement, Cocorico, j'ai envie de dire, qui est l'adaptation du coup d'un livre. Oui, ça faut le dire. Ouais, c'est important. Comme il fait froid, tu mets une petite laine. Voilà. Ça c'est pas moi. Allez, on y va. Adaptation du livre de Pierre Lemaître, qui était un livre qui est paru en août 2013, qui a reçu un certain nombre de prix, dont le prix Goncourt. Donc c'est une adaptation. Que toi, Aurel, tu as lu. Ouais. J'ai lu. T'es le seul d'entre nous à avoir lu. Je sais pas. Non, j'ai pas lu. Okay. Il est dans ma pile. Il est dans ma pile. Très bon. C'est un film, mine de rien, qui va être assez long, qui dure 1h57. Donc pour un film français, c'est assez rare, faut le souligner. On a des acteurs qui sont plutôt reconnus, renommés. Nous avons Laurent Lafitte. Ça a duré très longtemps aussi. De quoi ?
Le dernier Besson a duré très très longtemps. Mais on veut plus parler de ça. On viendra pas. veut plus parler On de ça. viendra pas là-dessus. Avec Albert Dupontel du coup qui réalise, mais qui est aussi acteur dans son film. On retrouve Laurent Lafitte, Nils Arestrup et un acteur que je ne connaissais pas, qui est, attention, je m'engage, Nahuel Pérez Biscayar. Oui, qui est celui, a priori... Un Norvégien, je crois. Le personnage qui est défiguré, qui porte des masques. Ouais, alors qui est apparemment un espèce de... C'est le mec qui est fou furieux, c'est-à-dire qu'il est argentin, il parle 8 langues. Il a une culture de barjo. Le vendéen, le sartois, le mayenne. Non, des vraies langues. Non pas que le vendéen, etc., mais bon, bref. C'est son premier film, chronologiquement, en France. Simplement, il jouait un des personnages principaux de 120 battements par minute. Ah oui. De Campillo, qui est sorti avant. Donc souvent, c'est Dupontel qu'on a vu dans Quotidien qui parlait de ça. On parle beaucoup de lui en référence au film de 120 battements par minute, alors qu'il a été tourné fait celui-là, après. ouais, d'accord. Et donc du coup, on retrouve sur le nouveau film du coup d'Albert Dupontel qui fait suite à 9 mois ferme qui est sorti en 2012. Donc c'était quand même il y a assez longtemps et on dirait pas. Moi j'avais pas l'impression que c'était si loin 9 mois ferme, et qui a reçu 9 mois ferme, on le rappelle, le César du meilleur scénario original. Je sais même pas qu'il avait été césarisé. Et donc du coup il revient avec un nouveau film après Le Vilain, Enfermé dehors et 9 mois ferme. Voilà. Enfin, après Bernie aussi. Et puis, exactement, Bernie, le créateur, et un court-métrage en 1993. C'est son 7e film aujourd'hui. D'accord. On te remercie pour cet exposé sur les Dorifort. Enfin, je veux dire... Vous me direz ma note après. Le scarabée à 8 pattes. Avant de l'agriculture en Afrique. Avant d'aller voir... Grand de l'Afrique. On sent les... Avant d'aller voir le film, rapidement, votre rapport avec le cinéma de Dupontel, c'est quoi globalement ? Des bons rapports. Merci. Non, moi, Bernie, forcément, moi je me souviens très bien d'avoir la première fois que j'ai vu Bernie, où je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. En plus, c'est un film qui était un peu dérangeant, qui était un peu grasse-pec quand même. Hein. Bizarre, et voilà. Ensuite, le créateur auquel j'avais pas spécialement accroché. Je crois qu'ensuite c'est Le Vilain, que tu sens pas, mais voilà, qui était, mais dans lequel tu retrouvais un peu plus les Enfermés dehors aussi. Alors j'avais beaucoup Enfermés dehors. Et je trouve qu'à partir du Vilain, t'as un vrai virage où ça revient un peu plus sur quelque chose d'un peu plus... c'est un peu moins punk, un peu moins abrasif, je trouve. Ça développe un peu plus d'histoire, parce que le Vilain, ça reste un conte gentillet, mais toujours avec ce style très cartoonesque, en fait. Que voilà. 9 mois ferme, beaucoup aimé, parce que j'avais trouvé ça vraiment très drôle, et c'était un très bon moment. Donc là, par contre, je pense que ça m'étonnerait que ce soit pareil. Un peu plus, ça m'étonnerait beaucoup, foufou, quoi. Je pense que ça sera beaucoup plus classique, parce que déjà je pense que tu ne peux pas adapter, garder un ton comme celui de 9 mois ferme, ou celui qui est globalement le ton du Pontel, un peu trashos, un peu punk, avec un bouquin pareil, parce qu'il n'y a rien qui s'y prête. Donc je trouve que ce serait, ou alors à moins de nous faire une relecture, mais je ne vois pas comment, si tu veux, l'un peut correspondre à l'autre. Donc forcément je me dis que celui qui a fait des efforts, c'est Dupontel. Donc surtout qu'il a travaillé avec le romancier sur le scénario. Donc c'est pas qu'une adaptation, c'est libre, c'est vraiment je pense que le bouquin est vraiment le matériel de référence. Donc voilà, des bons rapports avec donc moi ça me plaît, parce que du coup là c'est son premier gros budget, parce que de mémoire c'est un très gros budget. Reconstitution aussi, donc costume. Voilà. Même s'il y a toujours par exemple Le Vilain, en termes de décor, de costume, c'est toujours très chiadé chez mais là c'est dire forcément effets spéciaux, reconstitution. Oui, forcément. Donc c'est toujours intéressant de voir quelqu'un que tu vois grimper petit à petit. C'est une vraie montée en puissance. Parce que 9 mois ferme a été un très très joli carton, et de le voir confronté pour la première fois à une aussi grosse machine que ça. Steph, moi ce qui m'intéressait plutôt, c'était le fait que, alors, je suis pas un très très grand connaisseur du cinéma de Dupontel, hein, j'ai vu comme beaucoup un certain nombre de films, mais je suis pas un très très grand connaisseur, mais d'après ce que j'ai compris, Au revoir là-haut est le premier film qu'il fait sans être à l'origine du scénar.
Ouais, c'est pas une création originale. Voilà. Donc ça peut être intéressant de voir en effet le côté un petit peu cartoon de Dupontel, peut-être contraint par des choses qui ne lui appartiennent pas, par des limites qui ne lui appartiennent pas, et de voir comment est-ce que lui évolue là-dedans. Après moi, 9 mois ferme, j'en garde assez peu de souvenirs. Je sais que j'avais bien aimé sur le coup, mais tu vois, je l'ai pas revu. Bernie, c'est un film que j'ai revu beaucoup plus, mais parce qu'il correspond aussi à quelque chose qui génération, ouais, 96, voilà, tu vois, qui est 96. Moi, j'avais 53 ans. et demi. J'avais pile 20 ans et voilà. Oh c'est, la vache, ouais. Donc forcément, ça rentre dans Bah, les t'es pas films né, toi, qui m'ont marqué, Bernie. Après, j'avais vu Enfermé dehors. Je pense qu'au même titre que La Cité de la Peur, on a tous c'est des films générationnels, vraiment, c'est ça. Des références, des phrases cultes qu'on citera pas ici. Oui, ouais. Donc voilà, après, moi, sincèrement, les gars, là, moi, je serais pas forcément allé voir le film si on n'avait pas fait ça dans le cadre du podcast. Je crois que j'aurais attendu tranquillement de le voir en VOD, mais voilà, je suis plutôt content d'aller voir tout ça. Tristan ? Alors c'est un film que je vais aller voir, vu que je ne vais pas l'avoir vu avec vous, donc quand on va le chroniquer, je pourrais pas vous donner mon avis, mais j'aime beaucoup Albert Dupontel, j'aime beaucoup aussi son traitement des sujets qui sont parfois compliqués, parce que mine de rien, 9 mois ferme, même si c'est très drôle, on est quand même sur des thématiques qui sont complexes, qui sont la question de la justice, de l'erreur judiciaire, mais aussi de cette question de la grossesse, de la possibilité de travailler, d'avoir une grossesse. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qui sont traitées sur le ton de l'humour. Effectivement, je suis aussi impatient de savoir ce qu'il peut faire d'un film dont il n'est pas à l'origine, parce qu'effectivement tous ces films, il est là de A à Z, de la création du scénario à la construction, etc. Là il a des contraintes qui sont un petit peu différentes, donc effectivement je suis assez curieux, et puis il s'attaque à un sujet qui est beaucoup plus difficilement caricaturable, bleu. On est quand même, on n'a peut-être pas fait le synopsis, mais on est à la sortie de la guerre, effectivement, sur des questions de gueule cassée, un certain nombre d'intégration dans la société de personnages à la sortie de la guerre. C'est des thématiques qui sont complexes, et donc je suis très curieux de savoir comment il va réussir à amener son univers un petit peu barré avec ces thématiques et cette contrainte du bouquin qui est présent, et qui est un bouquin aussi d'ailleurs qui a reçu des prix, donc qui a peut-être marqué un certain nombre de gens, donc c'est aussi compliqué de voir cette question. Moi je suis en train de me dire que je préfère Dupontel acteur que réalisateur. Je trouve que le bonhomme en lui-même est plutôt très intéressant, sur le côté un peu le Belmondo social de maintenant, c'est-à-dire qu'il fait toutes ses cascades lui-même, il a un vrai discours politique, il a des choses à dire. Je me souviens moi d'avoir vu une interview sur France 3 où au détour d'une conversation il se rend compte que le mec a pas vu le film, et il l'envoie chier en disant bah moi ça sert à rien qu'on parle, vous l'avez pas vu. Donc effectivement c'est le moment de gêne ultime, et il est gêné parce qu'il se rend compte qu'il parle à sens unique avec il est pas gêné il est pas gêné. Oui, il est gêné au démarrage, et après il est furieux parce qu'effectivement ça a pas de sens. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a des idées très arrêtées, mais qui les défend plutôt pas mal. Donc après en réalisateur, effectivement Bernie 96, quand tu vois ça la première fois, c'est waouh, c'est quand même comme un coup de pelle dans la gueule, hein. C'est quand même assez trash. Après en fait, je me rends compte, j'ai vu un bout du créateur, ça m'a saoulé. Enfermé dehors, c'est pareil, c'est un peu le même. En fait, je trouve ça bordélique. Et 9 mois ferme, je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu en diffusion télé. Et en fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est bordélique, c'est foufou, c'est monté vite, c'est raccourci. Enfin, c'est tout un traitement que moi je trouve parfois un peu perturbant, qui est pas toujours très lisible. Et voilà, j'ai un peu de mal à. Que sortant en 2049. C'est différent. Non, mais bien sûr. Et moi, je suis un peu plus là-dedans, toi, le cadre, etc. Donc. C'est pas la même chose. Moi j'aime bien ce côté-là. Ouais, mais à petite dose, quoi. C'est là où moi j'ai pour à peu près les mêmes raisons que vous, c'est-à-dire un matériau, un Goncourt, la Première Guerre mondiale, etc. Au vu de la bonne annonce, on sent que ça va être moins épileptique en termes de montage, en termes de réalisation. Donc moi je sais déjà qu'a priori ça devrait être mon film préféré du Dupontel, parce que ça correspond un peu plus
au cinéma que j'aime. Et puis après, il y a la promesse effectivement de ce jeune acteur sud-américain, Biscaya, qui apparemment livre une performance assez dingue, les masques, etc. Donc voilà, moi je suis plutôt convaincu du film. Et tu vois, le côté brouillon, un peu trash, etc., c'est ce qui a rebuté ma femme, qui du coup a pas envie de voir sur ce podcast. non mais tu vois, elle va pas franchir le pas, parce que 9 mois ferme, elle a trouvé ça sympa, mais trop bordélique, trop épileptique, et comment va la tienne, c'est ce qui va la rebuter. Est-ce qu'elle a bien aimé 9 fois ferme? Tout à fait. Moi, la mienne, du coup, elle veut pas qu'on achète de perruches. Voilà. Comprenne qui peut. Bon, on va peut-être marquer une pause, on va aller voir le film, et puis on se retrouve comme d'habitude juste après pour en discuter. Ouais. Donc on se retrouve après avoir vu... Ou pas. J'allais dire 9 mois ferme. Après avoir vu Au revoir là-haut. Petit tour de table d'abord pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc Tristan absent est revenu après. Je sais pas pourquoi tu t'es revenu en définitive. Parce que je vous aime bien. Voilà, j'aime bien vos gueules. Soirée, en fait. J'aime bien quand on me maltraite. Surtout oui, quand tu fais en fait, on va te spoiler le film comme des potes. Non, parce que mais c'est la politique nouvelle. c'est vrai. C'est le côté on ne c'est spoil le pas. macronisme. No spoiling job. Alors rapidement les gars, plutôt convaincu, plutôt pas convaincu. Ouais, au moins oui. Ouais, objectivement. Après, voilà, il s'empare. C'est vraiment, je trouve le bouquin, on voit qu'il a bossé avec l'auteur, puisque c'est vraiment respecté. Enfin, vous le lirez et vous retrouverez beaucoup de choses du livre qui sont dedans, pas tout, parce que c'est un bouquin aussi qui peut être très très long à adapter, mais je trouve que l'adaptation elle est assez intelligente. Après c'est ce qui en fait il m'a pas surpris, parce que le film que j'ai vu il est exactement comme je me l'imaginais, c'est-à-dire que voilà, clairement celui qui a mis le pied sur le frein et qui a accepté de rentrer dans un classicisme un peu plus cinéma, c'est Dupontel, qu'on retrouve aussi par petites touches, notamment il y a encore dans le personnage qu'il fait un côté vraiment cartoonesque qui peut être très court, notamment sur quelques petites scènes, aussi sur le fait de l'habiller comme Buster Keaton. Ouais, 13 années 20, voilà. Moi ça m'a fait penser à ces scènes-là, m'ont fait penser à Charlot en fait. Alors c'est vraiment l'accoutrement de Buster Keaton. En plus je l'ai écouté sur une interview, c'était vraiment le clin d'œil était là. Donc et tu retrouves ça en fait, donc du coup et ça fait, je trouve, un film, un vrai bon film. Je trouve que c'est maîtrisé. L'acteur, donc j'ai pas retenu le nom, voilà, Nahuel. Bah ouais, c'est clair Biscaya. que moi je trouve que c'est une grosse performance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent et beaucoup de plans sur son regard notamment, et Il a des yeux hallucinants. et en plus il restitue parfaitement, si tu veux, ce personnage qui est complètement fou du roman et qui connaîtra vraiment une bascule avec ce qui va lui arriver. Donc là-dessus, moi j'ai retrouvé mes personnages, j'ai retrouvé l'histoire. Laurent Lafitte est exceptionnel, est vraiment génial. Il se délecte absolument dans son rôle de salaud intégral, avec la même jouissance qu'a ce salaud dans le film à faire ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à essayer d'être un vrai connard. Non, moi vraiment j'ai bien aimé. Steph. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Bah si, ouais, en fait j'ai passé un bon moment quoi. Donc ça m'a fait, comme je disais avant, vous m'avez un petit peu traîné, mais en définitive j'ai passé un super moment, parce que, alors moi l'avantage est comme toi Sven, du coup c'est le fait de pas avoir lu le bouquin, et donc de pas avoir à faire de comparaison, Ouais, et de pas avoir, et de chercher par là où pêche ou l'adaptation. C'est toujours compliqué, je trouve, la relation que tu peux avoir entre tes souvenirs du bouquin ou du jeu, ou Comme Bombadil, quoi. voilà par exemple, et ce que tu vois et l'objet filmique en lui-même. Et donc là du coup j'y vais avec un film en tête et basta. Et je trouve que en matière, le film en lui-même est plutôt bien foutu. Moi j'ai trouvé mon compte.
Alors moi j'aurais des critiques, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais j'ai aimé Dupontel en tant qu'acteur, que je trouve vraiment génial. Et c'est ça qu'en fait, tu vois, je me disais aussi, et c'est ça que j'aimais bien dans les films de Dupontel, c'est aussi lui en tant qu'acteur. T'en parlais tout à l'heure, mais j'aime bien, tu vois, je sais pas, il a une façon de jouer le mec bonnet, enfin. Voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est la porte d'entrée dans l'histoire, donc il le fait bien, quoi. Ouais. Lafitte aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc là-dessus, moi, ça m'a plu. J'ai aussi beaucoup aimé. Alors ça, je pense que c'est plus consensuel, mais la direction artistique, les costumes, les masques. Pré-année folle. Oui. Ouais. Ça c'est quelque chose qui était chouette. Alors je parlais surtout de Biscayar, du coup, toi, la façon dont il peut donner ses émotions, livrer ses émotions avec ses masques, c'est assez chouette, et les masques sont plutôt bien. Reconstitution également de Paris qui est magnifique. J'ai passé un super moment. Ouais, bah écoutez, je vais pas aller dans le sens contraire. Moi, effectivement, c'est mon Dupontel préféré. Hormis Bernie qui reste à part parce que vu dans un contexte particulier, mais je trouve qu'il y a visuellement c'est assez bien fichu, c'est assez propre. On retrouve pas effectivement le côté complètement hystérique de certaines scènes qui deviennent pas lisibles, hormis sur quelques petites touches où on sent qu'il se fait plaisir, et c'est des toutes petites scènes qui sont tournées. Moi j'avais pas forcément fait le parallèle avec Buster Keaton, mais avec je trouve que t'es quasiment dans le cinéma muet, par exemple. Oui, c'est ça. Quand il attaque, enfin sans rien spoiler, c'est un truc voilà qu'on peut en parler, mais l'exemple type, c'est quand la façon dont il se procure les ampoules là t'es sur un de morphine, voilà, il attaque là t'es très clairement sur du cinéma muet. Ouais. C'est chorégraphié exactement pareil, c'est très emphasé, voilà, grand geste, c'est accéléré un petit peu, je pense. Ouais. Et c'est vraiment ça, donc c'est ça qui est drôle. Et du coup je trouve que ça lui permet peut-être, je sais pas, de se faire plaisir sur une certaine forme de mise en scène, et de pas perdre le spectateur avec des trucs qui partent dans tous les sens. Et puis d'un autre côté, on va peut-être commencer d'ailleurs par ça, tout ce qui est mise en scène, reconstitution, avant d'aborder le fond et il y a un sacré taf et l'histoire, mais il y a un sacré boulot sur la reconstitution, c'est quand même chouette. Toute la scène sur les tranchées de la Première Guerre mondiale, elle est chouette, elle est percutante, de manière en plus très physique, parce que les explosions dégagent beaucoup de matière, donc on s'en prend un peu régulièrement dans l'objectif de la caméra, donc c'est assez t'as vraiment l'impression d'y être, et il y a beaucoup de mise en scène. L'introduction du personnage de Lafitte, qui est de dos dans une espèce d'ombre qui se retourne avec la lumière de son cigare, c'est assez bien fichu, franchement. En termes de mise en scène pure, c'est hyper riche, servi, comme tu le disais, Steph, par une patte direction artistique et une reconstruction qui est bluffante. Je pense qu'en termes d'effets spéciaux sur Paris, de gommer certaines choses, d'en rajouter d'autres, ça doit être un taf monstrueux. Ça vous a parlé, vous? Alors toi, Steph, a priori oui, mais toi, Aurel, sur le... sur la direction artistique, sur les effets spéciaux nécessaires, etc. Tu vois bien là où ça doit être mis, mais c'est très au-dessus de beaucoup de productions que tu vois généralement de films d'époque ou qui n'arrivent pas à comment dire, c'est pas non plus c'est pas un pari fantasmé, c'est pas un pari idéalisé. On a vraiment, je trouve, l'impression d'avoir une vraie reconstitution historique avec des efforts sur les costumes, les choses comme ça. On n'est pas sur le pari fantasmé, tu sais, des petites sections qu'il y avait dans Minuit à Paris de Woody Allen. Ouais, de Woody Allen. Mais c'est ça, là c'est du fantasme pur. Oui, mais qui était très fantasmé. Du coup, on est quand même sur quelque chose de plus... de plus réalistique. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est notamment tous les costumes que je trouve vraiment chouettes, quoi. Tout le côté leurs costumes à eux, qui sont leurs costumes, si tu veux, d'époque, et qui sont le costume de Monsieur Tout le Monde, un peu. Voilà, un peu ça. Le reste, moi j'ai adoré là, par exemple, la maison, enfin l'hôtel particulier là, des Périgours. Même le personnage de Neil Armstrong cette maison, je la trouve assez dingue. Donc non, il y a beaucoup de qualité et il n'y a pas beaucoup de... Moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment extrêmement bien fait. Moi ce que j'ai aimé, si tu veux, à la différence de certains autres films dans lesquels les reconstitutions ont de la gueule,
mais tu vois, pour nous faire voir que la reconstitution a de la gueule, tu as des plans hyper importants sur toute la ville, tu vois, pour te situer, tiens, la Tour Eiffel, le machin, tu vois ce que je veux dire, ce truc qui est extrêmement large, extrêmement qui est super voyant. Ouais, et là, tape à l'œil, exactement. Et là, je trouve que c'est un côté qui est justement très resserré, très intimiste, où tu vois, en fait, t'as pas de plan large de toute la ville, hein. T'as des plans de quartier simplement. À part finalement peut-être le tout premier plan qui suit le chien. Ouais, qui suit le chien dans les tranchées, où effectivement. Ah non, mais attends, moi je te parle vraiment du plan classique de la ville, c'est ça, ou dans n'importe quelle production américaine. Enfin, je dis ça parce que c'est surtout là où t'as un petit peu de blé pour faire de la reconstitution, où toi, moi je pense à des Londres, par exemple, dans des Londres victoriens ou tout ça, où tu sais, t'as le truc qui est Sherlock Holmes, par exemple. Voilà. T'as pas ça, donc ça reste beaucoup plus centré sur un petit quartier, sur un petit truc, et ça donne un vrai côté intimiste qui est assez peu défini aussi, tu vois. On évite l'écueil du Paris-Montmartre. Ah mais oui, par exemple là c'est marrant, tu sais que c'est une partie de l'action, donc l'hôtel Péricourt se situe dans le bas des Champs-Élysées, parce que à un moment donné tu vois l'Arc de Triomphe. Mais tu vois, savoir exactement où c'est, et tu vois, t'as pas de plan d'ensemble pour nous faire voir où est-ce qu'on peut le mettre exactement. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt humble comme façon de faire. C'est-à-dire que la reconstitution, elle est aussi à hauteur de ce qu'est le film, c'est-à-dire recentrée sur quelques personnages et pas non plus très vaste, très. Comparé à la reconstitution qu'on peut avoir sur la même période, sur un long dimanche de fiançailles, par exemple. Oh, j'ai aucun souvenir du film. Parce que sur un long dimanche de fiançailles, moi ça m'avait marqué, c'était la question, ça a démarré de la même façon sur la Première Guerre mondiale. C'est la chaîne d'Amélie Poulain, là. C'est ça. Et il y avait un parti pris aussi. Aucun souvenir du film. Moi j'en ai des souvenirs, mais de la photo, donc qui est très marqué. Ouais, qui était un gros parti pris, mais parce que moi il y avait quand même. C'est Jean-Pierre Jaunet. Ah ouais. C'est ça. Non, c'est pareil, j'en garde pas. Moi, j'en garde un souvenir d'un film trop long. Un trop long dimanche de fiançailles. Voilà, c'est ça. Donc, on pourrait pas forcément faire la comparaison, mais c'est vrai qu'il ne cède pas à cette tentation de faire le money shot qu'on va voir dans les bandes annonces, quoi. D'avoir d'ailleurs le bâtiment emblématique. Alors, la Tour Eiffel était déjà finie de construire, mais tu vois, le truc qu'on va montrer en construction. C'est bête d'ailleurs, parce que des grands bâtiments parisiens, on voit pas Notre-Dame, effectivement on voit pas la Tour Eiffel, on voit pas le Champ de Mars, etc. Je pense que c'est aussi à hauteur de la classe sociale des personnages qui filment. C'est-à-dire que ces gens-là, probablement à l'époque, n'allaient pas fréquenter ce type de quartier-là, et d'ailleurs on le sent quand Dupontel va les 2-3 fois au fameux hôtel appartenant au père de Denis Larrestrup, qui est effectivement très bien doté financièrement. Tu le sens qu'il est complètement paumé, et qui plus est, à travers son costume notamment jaune poussin, est complètement en décalage. Donc c'est ça visuellement c'était une chouette trouvaille quand tu le vois là, déambuler avec son costume jaune alors que tout le monde est en noir. Et après la direction artistique des masques, etc. C'est ça qui m'a plus ça, si tu veux, parce que dans le bouquin, les masques sont vraiment très importants, et je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils... C'est ça aussi dans le... c'est ça aussi. Il en fait plusieurs. Complètement. Il en fait plusieurs, en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'il ressent, etc. Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans le bouquin. Et je me demandais comment est-ce qu'ils allaient y arriver. Et on en voit très peu dans la bande-annonce, mais ce que je voyais, moi, me donnait vraiment envie d'aller voir ça. Et je trouve que là, c'est génial, quoi. Mais ça en fait pas. Pour autant, il reste dans l'économie. Il en fait pas un gimmick. Non, mais c'est quelque chose qui est important, mais qui est traité avec beaucoup de sobriété, parce que c'est la façon aussi dont se construit, se raconte ce personnage-là. Tu fais peut-être expliquer rapidement peut-être un peu le pitch du film, parce que là on parle des masques, les auditeurs deux types qui se connaissent à la guerre, en fait, dans les tranchées, qui sont sous le commandement d'un connard qui est donc Laurent Lafitte, qui est un gradé, qui lui ne vit que pour la guerre et par la guerre, et que quand l'ordre de démobilisation et d'arrêt des combats en fait tombe, il veut pas, parce qu'en fait il veut son dernier fait de gloire, et donc il provoque en fait ni plus ni moins qu'un assaut qui va déclencher donc le massacre une dernière vague de massacres
Il se trouve que le personnage de Dupontel et de Biscaya voit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et que en fait ça va les mettre du coup la fille va profiter de cet assaut-là pour essayer de les éliminer. Bon, ensuite les chemins se séparent et il se trouve que par hasard des plus fortuits, en fait, tous ces personnages-là, donc le commandant, les deux soldats, etc. En fait, c'est plutôt en fait le fait que le personnage de Biscaya au cours de cet assaut-là se retrouve défiguré, est pris en charge par Dupontel. Les deux vont se retrouver à la fin de la démobilisation et Biscaya va avoir l'idée de monter une fraude au monument aux morts parce qu'effectivement il décide. Alors déjà, ils ont l'idée de disparaître en fait. Officiellement, ils sont morts. Lui, le personnage de Biscaya, oui, puisqu'il est issu d'une riche famille avec qui il a des soucis, il veut pas les revoir. Donc il se fait passer pour mort. Et l'objectif étant, de faire cette fraude au monument aux morts qu'on va pas détailler, de faire ça rapidement, prendre le pognon et se barrer. Et derrière, là-dessus, effectivement, il y a le personnage de Lafitte qui va refaire son apparition. Il y a toute une intrigue qui va se mêler. Mais effectivement, Biscaya dans pas mal, vit au démarrage reclus, a des masques qui cachent sa blessure qui est a priori assez horrible et qui en fait va au fur et à mesure commencer à vouloir évoluer dans la société en se cachant toujours au travers de ces masques qui retranscrivent son humeur du moment, on peut dire ça. Et donc effectivement il y a plusieurs masques qui sont tous plus extravagants que les uns que les autres, et on est pré-année folle, donc on a vraiment des choses. En fait, la particularité aussi de Biscaya, c'est que il tient plus tu comprends en fait qu'il s'engage pour faire chier son père, mais que lui c'est un artiste à la base. Et donc là, très clairement, la blessure qu'il a une façon d'exorciser aussi un peu ce qui lui arrive. Il va se lancer dans la création de ces masques-là, ce qui va un peu le sauver aussi. Et du coup, c'est vrai comme c'est un peu en fait, ça tombe pas dans le gimmick du film. Je trouve que à la fin de la projection, moi je me dis finalement les masques c'est sympa, mais on n'en voit pas tant que ça. Non. Et puis le temps de revenir ici et de commencer à enregistrer, je me dis finalement heureusement qu'on tombe pas dans le gimmick, etc. et que ça reste comme les plans de la reconstitution, c'est pas tape à l'œil, c'est avec parcimonie et moi je trouve notamment que le dernier masque qu'on voit et même la scène est absolument magnifique et vraiment à l'économie, ce qui pour Dupontel dans le côté très exubérant, etc. Moi me réjouis plutôt en disant il a vraiment maîtrisé ses pulsions assez démonstratrices de plutôt belle manière. Donc je suis assez agréablement surpris par rapport à ça. C'est marrant parce que moi, quand on avait vu la bande-annonce, j'avais fait un parallèle avec Kubrick Eyes Wide Shut. Enfin, tu vois, j'imaginais des scènes avec les masques, et notamment cette scène où on voit une nana qui danse sur la table et tout ça, cette scène où qui se passe dans l'hôtel. Ouais, j'imaginais cette scène hyper malsaine, je sais pas pourquoi. Tu voyais déjà une réunion société secrète, moi j'étais persuadé que ne connaissant pas le bouquin, je voyais un truc. Alors sachant que toi tu as vu la première ou la deuxième annonce, que la première ne permet absolument pas de comprendre l'histoire. Mais je crois qu'il n'y a que ça qu'on a vu. Non, moi j'en ai vu une deuxième où effectivement là on comprend un peu mieux les choses. Moi je pense que j'ai vu celle-là, mais du coup qui était intéressante malgré tout parce qu'elle donnait un côté très très mystérieux et très société secrète effectivement. Mais moi je voyais ça sous cet aspect-là. Je sais pas toi Tristan, du coup t'avais vu cette bande-annonce là aussi. Je crois que j'ai vu celle qui n'explique pas l'histoire. Et effectivement, la première. Où effectivement c'est un enchaînement de scènes sur une musique rapide, sur une musique effectivement où on voit les masques à un moment. C'est hyper bizarre. Effectivement, je pensais aussi que ça pouvait être malsain cette scène-là. Et puis du coup, en fait, c'est très terre à terre. Et elle est très courte. Oui. Et puis elle est très puissante. 10 minutes. Le décor, encore une fois, est magnifique. Je sais pas s'ils ont tourné dans le Lutetia ou pas. Je sais pas. Et magnifique, mais du coup c'est très. Et effectivement, ils ont sorti une deuxième bande-annonce que moi j'ai vue lors du passage de Dupontel à Quotidien, où il a commencé à faire un bout de promo. Où effectivement, alors ça déflore absolument pas l'histoire parce que notamment leur espèce de coup monté là n'apparaît pas du tout dans la bande-annonce, c'est pas du tout expliqué. Tu comprends simplement un peu plus la chronologie générale, c'est-à-dire ils se sont rencontrés à la guerre, il y a eu un problème d'ailleurs qui est pas explicité, et derrière c'est comment est-ce qu'ils vont se réinstaurer dans la société avec le fait que lui
soit blessé, mais tu comprends pas au-delà de grand chose au-delà de ça. Et justement, tout l'aspect histoire, vous en avez pensé quoi ? Moi je suis finalement très content d'être dans la même situation que toi, Steph, de pas avoir lu le bouquin et de pas avoir été conditionné par le travail, de se dire ok, cette scène là je l'ai vue, bon je l'aurais pas imaginé comme ça mais ça passe, et de pas du coup avoir de pas ressentir le travail d'adaptation. De pas se dire je sais que ça je le verrai pas parce que c'est trop compliqué, Tom Bombadil pour pas le citer, ce genre de choses là, d'autant plus que le bouquin a l'air effectivement hyper dense, hyper touffu, bourré de choses annexes qu'il a certainement dû élaguer, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après moi je pense que là où le pari du film est réussi pour moi, c'est que effectivement le bouquin est dans ma pile de romans à lire et que je vais remonter parce que là ça m'intrigue de voir les choses que j'ai pas totalement compris, notamment on va pas rentrer dans le détail, mais on sent que Lafitte a une espèce de magouille avec des cercueils, etc. On va pas spoiler, mais c'est pas forcément hyper bien expliqué. Ce que je vous ai dit, ça fait partie des choses où il a dû élaguer parce que pour recentrer notamment tu vois aussi certains personnages dont tu touches un peu le caractère très très sympa, notamment moi le symbole parfait c'est celui de l'inspecteur, celui qui vient un peu mettre un petit peu qui va mettre à mal un peu la magouille de Lafitte, qui est dans le livre assez génial. Là que tu touches du doigt, parce que je le trouve vraiment très chouette déjà, il te fait rire, enfin tu vois, le type est très bon. Et surtout tu comprends mieux l'ampleur, ce que je vous disais, l'ampleur en fait de l'arnaque qui est d'un cynisme mais absolu que met en place Pradel sur cette histoire de ah oui d'accord, voilà. Okay. Sur pourquoi en fait est-ce que c'est une vraie arnaque et en quoi en fait il gagne et vraiment il faut vraiment être un vrai salopard pour faire un truc pareil, et surtout en plus quand toi-même t'as été officier pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui sert d'excuse d'ailleurs. Ce qu'il arrête pas de dire, mais moi je sais comment c'est passé, tellement génial. Cette espèce du vous y étiez pas, moi aussi, qui est la réplique parfaite du salopard. Donc non, moi l'histoire, je suis vraiment rentré dans le film. Les 2 heures, je les ai pas vues passer parce qu'effectivement le film est assez riche et très, je trouve plutôt pas mal monté, et il y a vraiment des plans qui sont travaillés. On sent que au-delà du temps qu'il a passé à vraiment adapter le matériel, le bouquin, dans la mise en image, il y a beaucoup de recherches sur les notions de masque. Il y a beaucoup de choses qui masquent le premier plan où il filme à travers des éléments de mobilier. Il y a plein de plans qui sont à travers des bibliothèques. Il y a beaucoup de plans dans lesquels il y a quelque chose qui est entre ce qu'il filme et sa caméra. Donc il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et je trouve, et moi j'en terminerai là-dessus sur le film, le gros point fort, c'est de pouvoir allier à la fois une scène qui doit peut-être durer 10-15 minutes, qui reste soft mais qui est très démonstratrice sur la violence de la Première Guerre mondiale, qui reste quand même quelque chose qui est assez peu filmé, et qui est plutôt bien amené. Et derrière il a cette capacité, un peu comme la rupture de ton en fait, qu'on a expérimenté avec Bong Joon-ho cette année, de pouvoir te faire une scène dans un cimetière de la Première Guerre mondiale, et au sortir de cette scène là t'as une dose d'humour que tu pensais pas pouvoir avoir, quoi. Au travers notamment du personnage de Lafitte, mais oui, qui est très drôle en fait, et du côté un peu Benet, Buster Keaton, Charlot de Dupontel. Il est très drôle Lafitte parce qu'il est pas nuancé en fait. Non, tu vois, c'est un vrai. Il y a l'humour aucun de droite porté à son paroxysme. Il y a aucun moment dans les années 20, quoi. Il est caricatural en fait, donc c'est ça qui fait le côté sympa du personnage, entre guillemets sympa, mais c'est un vrai salopard, quoi. Mais du coup, c'est cette capacité à avoir un fond tragique qui n'est éludé que parce qu'effectivement on ressent pas la boucherie, c'est pas le seul Ryan, hein. On ressent pas ça, donc qui est un peu édulcoré, mais dont tu sens quand même notamment tu sens vraiment la force importante, et derrière il matine d'humour. Et l'exemple c'est la manière dont il tête les gueules cassées, où on a un plan dans lequel il montre la capacité de la chirurgie esthétique par
par les médecins. Donc tu vois effectivement des photographies en noir et blanc, des gueules cassées qui te remémorent en l'espace d'un instant tout ce que ça a pu représenter, et derrière, paf, il te met une dose d'humour parce que c'est traité comme des charlatans, et en fait tu te rends compte que sur ces événements tragiques là, derrière c'est la porte ouverte où chacun est libre d'arnaquer l'autre, les médecins qui te refont des trucs machin dont tu sens que ça va te coûter une blinde, cette espèce de fraude au monument aux morts ou fraude au cercueil, et c'est vraiment le libéralisme absolu derrière, où chacun va être libre de pouvoir faire ce qu'on veut, avec Neil Astrup qui du coup devient cette espèce de caution morale du haut de sa tour pour savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien, sauf qu'en même temps il a pu être un salaud avec son fils, donc c'est tout ça mêlé avec du coup cette rupture de ton de dire t'es quand même sur un film qui sort de la guerre 14-18, et derrière, et la salle était pleine, là on est le 31 au soir, le film n'est pas sorti il y a très longtemps, la salle est pleine et ça rigole. Tu rigoles d'un film sur la Première Guerre mondiale, c'est ça que je trouve bluffant. Après le personnage de Biscaya, je trouvais parfois peut-être un peu trop en retrait par rapport à Dupontel. C'est vraiment Dupontel qui sert de porte d'entrée dans le film, et je trouve notamment que la fin devient de manière très abrupte et très belle, mais du coup il manque peut-être une de deux scènes pour un peu comprendre les choses. On s'y attache pas en fait. Enfin, moi voilà, je trouve on a du mal à s'attacher à ce personnage parce que il n'y a pas beaucoup de caractérisation en fait, à la différence de Dupontel. Et moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que, parce que c'est ce personnage-là du Biscaya qui a l'idée de l'arnaque au monument aux morts, comment est-ce qu'il en arrive là? Parce qu'il n'y a rien dans le récit qui permet, je trouve, d'en arriver à ça. Non, c'est plutôt un mec héroïque sur le front et qui va te transformer. Alors effectivement, il est blessé, mais au-delà de sa blessure. C'est pas ça qui l'amène tout à coup à escroquer les communes pour les monuments aux morts, alors que lui-même est une victime qui pourrait être dans l'empathie, la compassion et ouais, mais du coup je comprends pas ce qui fait que tout à coup, parce qu'en fait c'est assez soudain, qu'est-ce qui tout à coup fait que putain on va escroquer Là, j'ai pas compris. Alors, j'aurais plutôt compris, là, c'est pas vraiment un spoil, si derrière il en voulait à son père et que directement il voulait arnaquer son père. Voilà. Et du coup, il en profite sur un truc un petit peu plus global. Et là, j'aurais compris la porte d'entrée dans l'arnaque. Ce qui là ne se fait pas, et donc se fait de manière incidente. C'est dans un deuxième temps, il va arnaquer son père. Mais dans un premier temps, c'est pas le cas. Et voilà, moi je suis d'accord avec toi, Sven, sur le fait que ce personnage-là, du coup, il est magnifique, mais il est beau simplement parce que graphiquement il est beau, parce que les masques sont avec beaux. Un masculin féminin qui est parfois très troublant. Ouais. Mais moi j'ai du mal à rentrer dans comprendre les motivations du personnage. Ouais, alors que Dupontel, oui. Parce que c'est un personnage un peu neutre c'est lui qui te raconte l'histoire en plus, donc c'est lui qui te raconte l'histoire, et tu vois bien au sortir de la guerre comment est-ce qu'il peut faire pour se démerder. Tu vois bien ce mec là qui dit mais moi j'étais comptable et puis maintenant je peux plus le faire parce qu'on veut pas de moi, et donc il fait des petits boulots, et donc tu vois tout à coup il devient ses motivations, elles sont parfaitement intelligibles, compréhensibles, surtout qu'à un moment donné il rencontre l'amour, donc tu vois tout ça devient c'est facile à comprendre. Le personnage de Biscaya est vachement plus imperméable, je trouve. Et du coup, dans ses motivations. C'est expliqué ça, Aurel, dans le bouquin? Du coup, moi je pensais pas qu'effectivement ça vous. Je réalise que oui, du coup, il y a un décalage si t'as pas lu, peut-être forcément si t'as pas lu le bouquin. Parce que moi, du coup, retrouver mes personnages, il n'y a pas de difficulté et j'ai pas eu besoin de me poser la question sur le pourquoi du comment. Pour moi, c'était. La réponse, elle est un peu plus détaillée dans le bouquin. C'est simplement quelqu'un qui a été détruit, en fait, ne serait-ce que physiquement et psychiquement par la guerre, et qui va verser, en fait, et tomber dans une espèce de une folie. De je m'en foutisme et de si tu veux, de plus rien d'importance. Et du coup, soyons, en fait, voilà. Puisque le monde c'est de la merde, en fait soyons des merdes et puis allons-y avec panache, quoi. D'accord. Alors ces scènes-là de destruction psychologique, elles existent, mais voilà, c'est vrai qu'elles sont assez brèves. Mais c'est vrai que tu peux même son petit passage à l'hôpital. Ça peut être un peu court, ouais. J'avais pas forcément vu ça comme ça. Mais je suis d'accord avec Stéphane, ouais, ça m'avait un peu. Et puis même jusque tout son parcours, en fait, c'est vrai qu'on comprend pas trop la motivation qu'il y a derrière. On sait qu'il a un problème relationnel avec son père,
mais Dans le mais la bouquin, manière t'as dont plus le côté, si tu veux, bulldozer, dans la façon dont il veut absolument vraiment mettre en place, voilà, c'est l'idée qu'il a, et du coup que Dupontel est plus suiveur en fait, vraiment suiveur. Là ça sent bien qu'il est suiveur. Contemplatif un peu de ce type, qu'il aime profondément. Voilà, c'est vraiment, tu sens qu'il y a une amitié très très forte qui s'est construite, voilà. C'est même plus que ça. Sur les champs, et c'est très. Il lui sauve la vie, Biscaya. Ouais, bien sûr, mais finalement, tu vois, ils se connaissent pas non plus énormément. Mais avant. il le dit, il y a quand. À un moment donné, Nils Arestrup invite Dupontel à venir chez lui pour lui parler de son fils. Donc son fils qu'il pense mort. Et donc il lui pose des questions sur son fils et on s'aperçoit que Dupontel en fait ne connaît pas. Donc elle est géniale. Elle est géniale. Et donc essaye va dans une banalité de ce qu'on pourrait dire à la famille d'un mort. Forcément un père sur son fils. Voilà, il vous aimait beaucoup, il aimait beaucoup sa famille. Et en fait on s'aperçoit qu'il ne le connaît pas. Bah non. Pas du tout. Donc c'est assez étonnant également cette relation là entre les deux. C'est vrai qu'il manque peut-être un. Mais pareil, tu vois, le truc qui est super drôle quand il réussit à l'extirper, tu sais, à l'extirper du truc et qu'il le glisse dans le camion là et qu'il lui fait un bisou. Le truc est débile. Le mec il vient de se créer, il lui fait un bisou sur le front. Ouais, c'est comme sur la joue, hein, c'est pareil. Et puis, c'est drôle. Ouais, non, mais et du coup, moi j'ai l'impression que le personnage de Dupontel est beaucoup plus écrit que Biscaya, où c'est peut-être, on va résumer ça par les masques qui font très bien leur boulot, mais qui au travers. Il n'a pas la parole, Biscaya. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que c'est compliqué, c'est pas intelligible tout le temps. Ah non. Donc si la petite est pas là. Mais du coup, t'as l'impression que il va d'un point A à un point B dans son cheminement. C'est caractérisé par les masques, les plans sur les yeux, etc. Toute cette gestuelle. Mais c'est vrai que la motivation première, on la comprend pas. Enfin, on a du mal à raccrocher les wagons. Là où au contraire, le rôle de Dupontel, enfin le rôle de Dupontel est très ciselé au travers de petites mimiques, quand même tu dis l'histoire du bisou, l'histoire de son ex qui va recroiser, on va pas expliquer comment, mais toi ça donne une petite scène, c'est des petites scènes comme ça dans lesquelles le personnage de Dupontel me donne l'impression d'être beaucoup plus travaillé finalement, parce qu'il a des moments pathétiques, Dupontel, ce qui est pas du tout le cas de Biscaya, mais même en termes de temps d'image, humainement il y a une vraie empathie qu'il y a avec, je trouve, avec ce personnage, ce qui est pas du tout avec Biscaya, qui est en fait très arrogant dans son dans sa posture, une fois que tu sais qu'il est blessé, et ça forcément ça draine de l'empathie, forcément t'es là, tu dis waouh, c'est chaud quand même, et que tu vois qu'il tombe dans la drogue parce qu'en fait la seule chose qui dans un premier temps le soulage, c'est la morphine, et qu'il va tomber dedans. Mais à partir du moment où il a cette idée là du masque, du coup je trouve que ça le déshumanise vraiment, et moi j'ai plus d'accès à lui, j'ai vraiment plus d'accès au personnage. C'est aussi dans l'histoire, ça fait partie aussi de la construction de ce type là en fait, qui je pense très clairement quand il est, en fait se remet jamais de sa blessure. Et qui du coup bascule totalement dans des personnages qu'il crée avec ses masques et n'existe plus en tant que tel. Ouais, voilà, devient complètement. Celui qu'il est avant en fait est mort, mais vraiment mort. Donc là tu ressens beaucoup plus ça, je trouve, dans le bouquin. Tu verras Franck, mais moi j'avais vraiment ressorti comme ça, où vraiment celui qui existait avant est mort, et donc en fait puisqu'il est mort, il se crée une espèce de personnage. Mais après, je trouve ça, on interviendra peut-être là-dessus, mais je trouve ça dommage d'avoir peut-être passé autant de temps sur le personnage de Dupontel, notamment au travers de petites scénettes qui mangent un peu de temps d'écran, et de pas avoir vraiment peut-être mieux étoffé, c'est peut-être le seul défaut que je trouve du film, mieux étoffé ce passage de blessures, morphine, etc., dont on perçoit le fondement, mais qui manque un peu de liant, parce que derrière c'est à hauteur, ça manque de liant à partir du moment où ce qu'il veut faire est trash, quoi. C'est-à-dire que derrière ça va impacter des gens. Mémoire, en fait, dans le bouquin tu passes plus de temps en sortie, parce que tu les vois en fait de mémoire, il me semble que tu les vois beaucoup plus galérer que ça en fait.
la sortie d'hôpital et le retour à Paris, et voilà, les premiers temps sont extrêmement compliqués, et notamment ils vivent déjà de petites arnaques, ce qui n'est pas beaucoup parce que quand tu vois Dupontel qui, si tu veux, en un temps 3 mouvements, dès qu'il a un nouveau poste, voilà, c'est tu comprends vite la façon dont il l'explique, d'ailleurs assez drôle, puisque tu vois que le mec en fait te fait plus penser du coup à un escroc professionnel, et ça là du coup je trouvais que ça collait pas avec ce qui nous était raconté, c'est exactement tu le touches pas à ce côté là, c'est à dire que voilà, c'est dans le film, l'arnaque est brillante si tu veux, mais le mec est clairement rodé. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a en fait tout le film, il faut l'expliquer, la scène de début, d'introduction, la scène de fin, et en fait c'est Dupontel qui est interrogé par les flics. Donc tout ce qu'on c'est du flashback. C'est un flashback. Et donc c'est vrai que moi, ça soit quoi là-dessus, moi je suis la fin, la fin, moi je la comprends pas. Le dernier plan. Bah non, enfin. On spoil pas, je sais pas. On va pas spoiler, mais disons, pourquoi est-ce que ça se termine comme ça? Alors, ils viennent de. Voilà, l'arnaque est monumentale quand même. Les motivations, tu peux te dire. Voilà, sont pas top. Oui, enfin, voilà, c'est en lien avec le. Oui, avec les motivations premières. Ouais, effectivement, le dernier plan. Et moi, j'ai du mal à comprendre. Et c'est aussi ce qui me fait dire. Enfin. C'est un beau film, et je trouve par certains aspects un petit peu larmoyant. Ah ouais. Là, tu vois, moi cette fin là, et là, ce truc sur toute cette arnaque là, je trouve fait que il y a une partie je sais pas comment dire, il y a quelque chose qu'on nous met de côté et qu'on nous permet pas d'avoir, un sentiment qu'on nous permet pas d'avoir, et qu'on nous oblige à traiter sur le mode de l'empathie vis-à-vis de lui. Et les gens arnaqués, on les voit pas. C'est une boîte aux lettres qu'il ouvre, les lettres lui tombent dessus, mais on les voit pas. Le seul personnage arnaqué qu'on voit, c'est Neil Arestrup, et qui grosso modo s'en fout, quoi. Alors qu'on lui a piqué 150 000 francs, mais derrière t'as pas l'impression que c'est ce qui remplace Arestrup, c'est à partir du moment où il va quelque chose qui va le ramener vers son fils. Oui, c'est ça. C'est logique, si tu veux. Là, si tu veux, l'arnaque, elle sert pas. On s'en fout en fait. Ouais, après, mais c'est pas forcément larmoyant, mais c'est vrai que du coup, ça participe. Moi, il y a des choses effectivement qui, tu sens que ça a été un peu ajusté, et que tu dis merde, j'ai surcaractérisé certains aspects de mon personnage, voire d'autres personnages, notamment Lafitte dans sa relation avec sa femme, la relation avec son sous-fifre qui est présent, tu sais, et tu sens que derrière, si tu commences à mettre le doigt dans tel ressort, derrière il va falloir expliquer machin, et on a un budget, et tout ça est finalement, je pense, assez calculé. C'est ce qui fait que par exemple les personnages secondaires le sont vraiment secondaires. Ouais. T'as pas beaucoup de caractère. Par exemple, la femme de Lafitte, donc qui est la sœur. Lafitte se marie avec la sœur de Biscaya. Donc la fille de Neil Arestrup. Et voilà. C'est Émilie Duquesne. Émilie Duquesne. Qui est quand même très survolée, parce que alors là pour le coup. Hormis une scène qui est plutôt. Oui, mais voilà. Moi je trouve que là, les personnages secondaires. Mais parce que c'est un bouquin qui est très dense. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Oui, mais c'est clair. À mon avis, là, pouvoir se concentrer sur une intrigue et sur quelques personnages au détriment, parce du que coup, forcément au détriment d'autres. Tu suis vraiment voilà. Il prend le temps d'aller pour t'expliquer ce que fait Pradel, mais aussi ce qu'il fait à côté. Et tu prends le temps. Il va t'expliquer tout ça. Donc forcément, là, c'est très foisonnant. Ce qui fait que moi, sur une première vision comme ça du film, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un saucissonnage un peu brutal de bouquin, mais c'est vrai qu'après en y repensant, etc., mais après, forcément il y a des choses qui collent un peu moins dans la motivation, et du coup c'est ce qui fait que le bouquin, moi, va remonter dans ma pile vitesse grand V, parce que du coup j'ai envie de voir un peu
les motivations des uns et des autres, et de voir tous les à côté qu'il n'y a pas. Donc c'est pour ça que moi le film, l'objectif est largement rempli. Et moi qui suis pas un très grand fan de films français, c'est d'ailleurs c'est con, hein, mais c'est pas le premier film français qu'on fait, puisque le premier film français qu'on a fait c'était Valérian, officiellement. Oui, tu vois, mais tu vois tu ressens pas la patte française. Ni le cinéma d'ailleurs. Et Tristan, donc toi tu l'as pas vu? Non. Est-ce que ça donne envie de le voir? Oui. Voilà, Toujours. merci. C'est une belle intervention. Non, oui, ça donne envie de le voir. C'est déjà la thématique était intéressante et des développements que vous pouvez en dire. Le côté escroquerie qu'on ne perçoit absolument pas du coup dans les bandes annonces. Tout ce côté-là donne effectivement envie d'en savoir plus. Moi, j'aime bien de toute façon le jeu de Dupontel. Donc, je vois très bien ce que vous pouvez dire dans le côté Benet, parce qu'en fait, mine de rien, il joue toujours un peu ce rôle-là. C'est pareil. Un petit peu à côté de la plaque, quoi. Ouais, dans 9 mois ferme, il est complètement à côté de la plaque, si on se souvient. Donc je vois très bien ce qu'il peut donner dans ce peut-être ce monde qui le dépasse. Je sais pas si c'est quelque chose qui j'ai un peu de ça, revient, et du coup de ce que je perçois, il se par le biais des escroqueries, il essaie de récupérer ce qui le dépasse et de reprendre un contrôle sur quelque chose qui en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, et c'est quelque chose qui me donne effectivement envie de voir avec la thématique des masques, etc. Donc, oui, bien évidemment, je le verrai. Peut-être pas au cinéma, parce que je suis pas sûr que c'est. À moins que. C'est un vrai film de cinéma. Ouais, ce serait dommage que c'est pas un film à voir dans son canapé. Non, je pense que là, ça vaut Sauf le si coup t'as un 50 pouces. Non, c'est pas grave. Non, mais là, je pense que ça vaut quand même le coup d'avoir. Ouais, je sais pas. Ah, si. Je sais pas. Pour moi, oui. Ah ouais, moi aussi, c'est vraiment. Parce que ça mérite. Après, la direction artistique, enfin, je veux dire, tout le côté décor, costume est tellement chouette. Plus que beaucoup d'autres films français, tels qu'on peut les imaginer. C'est ça. Oui, c'est ça, hein, que j'entends, le film français qu'on peut voir, qu'on va apprécier, mais qu'on peut très bien voir le dimanche. On va pas voir Épouse-moi mon pote. D'accord. On va voir plutôt. Mais c'est vrai que si on avait plus de films de Dupontel et moins de comédie à la con comme on peut en voir, effectivement, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait dans la place. C'est ce qui marche. Là, c'est notre Marvel à nous, hein. C'est vrai. Et encore, on n'a pas fini. Il va y avoir une suite où je sais plus qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ils reviennent avec un. Pourquoi ? Je me demande s'il n'y a pas un 2 qui est en train de préparation. Putain, le mec il s'est pris une raclée là, surtout sur les roumains, mais c'est pas grave, il recommence. Donc non, franchement ça vaut le coup. Merci le système d'avance des recettes. Ouais, ça vaut vraiment le coup de le voir au ciné. Même moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est que il y a pas mal de grosses sorties qui vont venir, qui vont peut-être un peu chasser le film peut-être un peu trop rapidement. Non, moi je le sens bien, et je pense que le bouche à oreille va être très positif, et dans ces cas-là, c'est déjà commencé. Si ça prend bien en salle, ça va le faire. Ça va le faire. Et c'est ça en fait, ça une gueule de film à César, tu vois. Ah non, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Alors, ah oui, voilà. Moi, c'est un peu à toute proportion gardée. Par certains aspects, ça m'a. Dupontel, du coup, fasse ce projet-là en disant putain, si je le sors là. Attends, c'est pas exactement ce que je veux dire. Faut que je. Mais non, mais tu vois l'engouement. Tu vois, le film il est chiadé. Le film il est chiadé, il a de la gueule, il tient super bien. Il va pas au César. Il y va pas ? Ah non. Ah non, pour lui, il s'en fout, les Césars. Non, mais qu'il s'en fout, c'est une chose, qu'il soit. Non, là, c'est trop tôt, puisque je crois que le film va être sélectionnable, puisqu'il sort maintenant, de mémoire. C'est février, les Césars ? C'est ça. Donc, il sera forcément, à mon avis, et je pense très clairement qu'il va cartonner. Moi, je pense qu'il va vraiment faire César, beaucoup d'entrées. Et en plus, au niveau national, comparé à quoi ? Il a un boulevard devant lui. Oui, mais il le fait pas pour ça. Mais après. C'est effectivement, moi ça m'a fait penser en César, c'est très clairement, mais c'est pour ça aussi que la fin me gêne. C'est pour ça que la fin me gêne, que toute la fin me gêne, parce que pour moi c'est typiquement une fin qu'on pourrait retrouver dans son côté larmoyant encore, c'est peut-être pas exactement le terme, mais c'est peut-être un petit peu convenu, ce côté peut-être un petit peu convenu. De l'alarme facile peut-être, et qui fait que c'est ce que tu peux éventuellement retrouver dans d'autres films qui ont des prétentions à recevoir ce type de prix, alors même que le reste du film alors que même que le reste du film ne l'est pas, je trouve. C'est la fin que tu souhaiterais pour le personnage de Dupontel, mais qui aurait peut-être mérité d'être différente, peut-être un peu plus âpre, quoi. Exactement.
Mais c'est la fin effectivement que tu souhaiterais parce que voilà, mais derrière avoir une fin. Comme on dit, tu t'es attaché à ce mec-là. Ouais. Ouais. T'as envie de lui dire, Mais moi c'est un après. peu crado, mais tu l'as mérité. Non. Exactement. Mais c'est ça. Vas-y quoi. C'est ça. Ferme les Donc- yeux, vas-y. Vas-y, casse-toi. Donc plutôt positif quand même. Revoir là-haut, c'est un des très très bons films de fin d'année. Ouais, quand même. je suis très content d'entendre les vues. On marque une petite pause et puis on fait rapidement quelques recommandations. Wesh ma couille. Oh merde. Alors après ce lancement de recours. Ça peut faire un jingle, ça. Je pense que ça peut se transformer. Alors Aurel, tiens. Ouais. Reco. C'est simple. La Chambre des officiers. Encore une fois, bouquin qui traite de la Première Guerre mondiale et spécifiquement des Ça gueules parle pas, cassées. Stéphano. T'as pas vu ça? Bon, ça. Bon. Putain, me regardez pas comme ça, bande de cons. C'est quand même un bouquin qui est absolument génial. Je sais pas si toi tu l'as lu. Non. D'accord. J'ai pas vu le film non plus. Ok. Mais François Dupeyron, c'est date de 2001 avec c'est Eric Caravaca qui est dedans, qui fait la gueule cassée. Bah non, mais c'est quand même. Il m'a Wikipédia. Bah oui, Ah non, non, mais non, c'est- je voulais retrouver la date. C'est pas qu'il est- Non, c'est pas obscur. Ça montre plutôt ton manque de culture. ah non, c'est pour autre chose, ça. c'est un gros film français. Hein. Ouais, ouais, ouais. Qui a été primé César. Et Qui a un vrai chouette film sur les gueules cassées, sur lequel en plus qui partage un côté similaire, c'est-à-dire que la reconstitution d'époque est vraiment très chouette aussi, avec des moyens qui sont peut-être un peu plus classiques. Donc vraiment du costume, des décors, tu vois, pas trop d'effets numériques, je pense pas, qui traite vraiment de l'horreur de la guerre, et donc ça fait beaucoup rigoler Tristan, qui est vraiment très C'est sympa. moche, c'est moche. Et il a même surtout pas connu qui- la guerre du Golfe. lui. qui très, très spécifiquement sur le sort en fait des gueules de ces gueules cassées, donc ces mecs qui vont passer des mois voire des années en fait à l'hôpital, et ce que tu retrouves aussi, c'est le côté en fait humour qui arrive par ce personnage qui est joué par Dussolier, qui est en fait un chirurgien plastique, un des premiers, tu vois, on l'appelle pas encore comme ça, mais tu sens que c'est les débuts de cette spécialité là, et en fait qui est en complet décalage, ouais bien sûr, Non, si, qui est en complet décalage, il est pas sur N64, avec si tu veux le personnage, parce que le gars en fait, alors que les patients qui traitent souffrent énormément, tu vois, c'est pour leur donner à manger, c'est dégueulasse, enfin tu vois, et lui en fait vient leur parler de ce qu'il va leur faire, et en fait il est systématiquement euphorique parce qu'il trouve que la nouvelle idée qu'il a eue est absolument géniale. Et donc il y a un décalage qui se crée entre lui qui est très content de leur annoncer ce qu'il va leur faire, alors qu'en fait il va les massacrer encore pendant des heures, et que ça va être très douloureux pour eux, et eux qui du coup l'écoutent avec ce côté lunaire, parce que les mecs sont déjà à l'article de la mort, et ce qu'on leur propose c'est de souffrir encore un peu plus, avec des histoires de grève de porc, enfin de trucs mais qui sont dégueulasses, et tu retrouves un peu cette espèce de ce petit truc que tu effleures dans Au revoir là-haut, là tu l'as vraiment en grand, et c'est vraiment très très bien fait, en dehors du fait que c'est un putain de vrai film, et un film vraiment très très intelligent et très sympa. Donc La Chambre des officiers 2001. Stéphane. Alors là-haut, Au revoir là-haut n'étant pas un film sur la guerre. Tu vas faire là-haut, mais là-haut non plus. Là-haut de Pixar. Là-haut de Pixar. Non, Au revoir là-haut n'est en définitive pas un film sur la guerre, donc on n'y va pas pour ça, c'est sur peut-être les conséquences, ou voilà. Ouais. Oui. J'ai revu il y a pas longtemps Les Sentiers de la Gloire. Ah, merci. De T'as genre dû C'est ce que tu dire voulais, avant. c'est ce que Bah tu voulais oui. Ah c'est- merde. Voilà que j'ai revu. C'est pas grave, on a gagné du temps. Alors il y a les Sentiers de Magloire, mais avec l'M6, c'est pas pareil. Hein. Et donc de Kubrick, qui est un film moi que j'avais jamais vu, et qui m'a Interdit. halluciné. Interdit pendant très longtemps. Ah ouais, jusqu'en 75 en France. Et donc qui m'a halluciné par la mise en scène, parce que du coup dans le film de Dupontel, la mise en scène dans l'arrivée dans les tranchées, je trouve est absolument mais magnifique dans le film de Kubrick, et du coup je trouve manque un petit peu d'ampleur dans le film de Dupontel, mais bon ça c'est pas grave. Mais le film Les Sentiers de la Gloire aborde une thématique qui est vachement plus qui moi m'a passionné. C'est sur l'aberration du commandement militaire et l'aberration de ce qui fait une guerre, et des motivations certaines fois Tu retrouves dans le Docteur Folamour un peu. ouais, bah oui. Mais là il y a un côté Et- il y a Quelque part aussi dans Full Metal Jacket. dans Full Metal Ouais. Jacket, ouais.
toute façon, la guerre, c'est la thématique. Thématique, vous êtes con. La thématique de Kubrick sur un certain nombre de films. Hein. Et voilà, Les Sentiers de la Gloire sur la guerre 14, moi, m'a vraiment scotché. Bah, c'était Marocco, forcément, ouais. Kubrick. Kirk Douglas, j'allais dire Michael Douglas, mais ouais, Kirk Douglas. Qui était producteur aussi là-dessus. Ou tu peux. 28 ans, il avait Kubrick. Quand il a fait ce film. Ouais, et puis c'est ce qui va aussi lui permettre. Alors là, je pense que le Kubrickophile qui va nous écouter va peut-être nous tailler en pièces, mais je vais peut-être faire une connerie. La responsabilité mais je sais plus c'est pas moi, Mathieu. Si Spartacus avait été fait avant ou après. Avant. Spartacus a été fait avant. Je sais pas. Parce que Spartacus, c'est pas lui qui le réalise, c'est pas lui qui était prévu au démarrage. Hein. C'est Kirk Douglas qui, au bout d'un moment, sent que le mec fait n'importe quoi et il lui dit on va appeler Stanley. Et peut-être ce qui fait que c'est son seul et unique film de commande. Enfin bref, c'est un détail. Mais effectivement, non, il est très jeune. Film en noir et blanc. C'est la référence sur le film de 14-18 avec toutes les thématiques derrière. On peut peut-être citer du coup le bouquin aussi qui est peut-être un bouquin de référence sur la guerre 14-18 plus à l'ouest rien de nouveau, que vous avez peut-être étudié ça faisait partie, et qui est un bouquin moi qui m'a vraiment marqué de Éric Maria Remarque. Je sais plus, mais ouais, je me souviens. Qui est vraiment absolument génial sur l'absurdité de tout ça, qui est saisissant. Ah non, Spartacus c'est postérieur. C'est postérieur, donc c'est pour ça avec en fait. C'est bien après. bien. Non, mais ça explique que suite au Sentier de la Gloire, c'est pour ça que Kirk Douglas rappelle Kubrick pour qu'il continue le tournage de Spartacus. Donc non, c'est un film référence sur le. Voilà, c'était aussi Marocco. Il est passé il y a pas longtemps à la télé. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il doit être encore disponible en. Peut-être bien. Alors, au moment où on enregistre, oui. Au moment où ce sera diffusé, je pense pas. Maintenant, il y a une ressortie dans une nouvelle collection des films de Kubrick avec des difficultés. C'est que c'est de la VF. Là, apparemment, la VO est pas incorporée dedans. Enfin, moi, j'ai la référence sur. Moi, j'ai vu en VF. Sur iTunes. Moi, je l'ai vu qu'en VF. Ouais, alors après, je pense que c'est. Moi, ça le fait, mais après, là, généralement, il faut s'intéresser à Kubrick. Je parlais de photos, il y a un très beau bouquin de photographie de Kubrick chez Faydan qui est magnifique. Voilà, et bien écoutez, c'est sur un plutôt bon film. Il n'a pas de reco, lui. Non, il n'a pas le droit, je suis puni, j'ai pas vu le film. Alors vas-y, si t'as une reco d'un film sur un film que t'as pas vu. Attends, on va aller pousser le truc jusqu'au bout. Ça va être hyper décevant. Vas-y, parce que ça change pas. Donc alors. Vous comprenez pourquoi je viens pas les autres jours. On comprend mieux ta diarrhée. Exactement. Non, sur la question d'une scène qui m'a marqué sur le réalisme et la reconstitution. Alors du coup j'ai pas vu le film donc je ne sais pas quelle place ça prend en Revoir là-haut. Mais dans la reconstitution de la Première Guerre mondiale, j'aime pas du tout le film de manière générale, mais j'en ai parlé tout à l'heure, Un long dimanche de fiançailles. Je trouve la reconstitution du début, moi elle m'a marqué avec la question que se posait des soldats qui se mettaient les clopes entre les doigts pour pouvoir se faire allumer la main par les Allemands. Ah oui, pour se faire réformer. Pour se faire réformer, puis après il passait devant la cour martiale, il se faisait condamner, et en fait toute l'histoire d'André Tautou, c'est de récupérer son mec qui s'est fait voilà. Et donc moi j'avais ce début de scène qui m'avait marqué, je trouvais dans le côté cru, dans le côté réaliste des scènes, donc voilà. Je voulais faire le parallèle avec ça, même si le film de manière générale me plaît pas plus que ça. Mais moi j'ai un meilleur souvenir sur sur les scènes de reconstitution de bataille que sur le reste. Qui sont hyper réalistes, qui sont hyper marquantes, et je trouvais que sur la Première Guerre mondiale, le film français Première Guerre mondiale, je faisais le parallèle. Voilà. En revanche, après sur d'autres films de guerre, voilà, il y en a plein d'autres, et Peut-être le dernier épisode de Peppa Pig que t'as vu, non ? Exactement. Et puis Spartacus, la série. Peppa Pig full d'avoir dans la salle de bain. Voilà, des recos complètement décevantes. Bon, c'est sûr. Peppa Pig fait des tranchées dans le jardin.
Voilà, c'est sur cette recommandation de Peppa Pig qu'on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle que tous les épisodes de Cinécast sont disponibles sur la chaîne YouTube, que ne sont disponibles sur SoundCloud que les deux derniers épisodes. Donc à savoir aujourd'hui, donc à venir celui sur le film de Dupontel et l'autre sur Blade Runner 2049 que tu as vu, Tristan, ou et pas? Oui, bien sûr, je l'avais vu et que du coup j'ai pas pu voir. Et ben nous chroniquer le Christmas Special J'ai mon avis. à ce niveau-là. À base de lait de poulet de cookies. Ouais. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour un nouveau film. Bon, on va arrêter là, s'il vous plaît. C'est le temps d'arrêter. Allez. Bon, allez, cette fois-ci, on arrête là. Merci à vous et puis à bientôt sur Cinécast. À plus. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois?